Bienvenue sur Radio Moustique, la chaîne Twitch qui n'est pas une radio. Ça va commencer, alors installez-vous confortablement. Bienvenue sur Radio Moustique, la chaîne Twitch qui n'est pas une radio. Ça va commencer, alors installez-vous confortablement. Wabalouda. Bonjour. Bonjour. On est dans le manège. Bonjour. Bonjour. On est dans le manège. On est dans le manège. Le manège. Manège. Bonjour. 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 On est dans le manège. Celui-là, il est trop marrant. Bonjour tout le monde. Enfin bonjour Logan, bonjour Aurore. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que la musique elle est pas trop forte? Dites-moi tout. Je peux tout modifier. Je peux baisser la musique. Je peux monter la musique. Incroyable, avec la technologie on peut tout faire. Ma voix est un peu saturée. Pourquoi est-ce que ma voix est un peu saturée? Est-ce que là c'est mieux? Non, qu'est-ce qui sature? Purée, pourtant j'ai pas trop bougé les trucs. Alors. Coucou le technicien, comment ça va? Est-ce que là c'est toujours saturé? Ok, je vais voir ça. Est-ce que si je parle plus près du micro c'est mieux? Je suis sûre. Mon micro USB, parce que la dernière fois il y avait un problème de son, mais je vais attendez, je vais le relancer. Ah mais oui, je sais pourquoi. Est-ce que là c'est mieux? Ah bah oui, oui, alors en fait c'est que il avait pris le micro de mes enceintes. Est-ce que tu es pas sur le son de ton PC? Bah si, en fait c'est ça, j'étais sur le micro de mes enceintes. Donc là c'est vachement mieux. Je suppose. Monter le son de mon micro. Est-ce que là c'est mieux? Est-ce que là on est bien? Ah bah voilà, c'est chouette. Cool. Très bien, je suis très content. Alors, bienvenue pour ce nouveau live. C'est vraiment le début, c'est vraiment terrible parce que c'est toujours des problèmes techniques. Ça me rend zinzin. Bientôt, non, pas vraiment, mais dans l'idée, le but à long terme, c'est d'avoir un ordinateur fixe
duquel je ne débranche pas le micro, la caméra, les écrans. Sauf qu'en fait, comme là, je fais tout sur mon portable, je suis obligée de tout débrancher pour le bouger. Et donc, en fait, je dois tout recalibrer à chaque fois dans OBS. Je dois re-rentrer tous les micros, toutes les caméras et tout ça. C'est très fatigant et très relou. J'ai toujours peur d'oublier un truc. Et la preuve, là, ça n'a pas marché. Donc, après cette longue intro nulle, on se retrouve aujourd'hui pour parler de séries d'animation et de représentation queer. Je ne suis pas tout seul, car je suis avec Ursula Requin, qui est une grande chercheuse de requins, parce que c'est un requin. Donc elle cherche des trucs de requins, quoi. Voilà. Et j'ai préparé plein de choses. Donc, comme hier, la caméra inversée, c'est toujours perturbant. Il y a juste ici la barre d'objectifs. Donc, j'aimerais bien atteindre les 80 followers. Donc, let's go. Parlez-en à vos amis. Aurore en a parlé à sa maman, ce qui est très bien. Même si elle ne s'est pas abonnée, elle a regardé le live d'hier, donc ça fait beaucoup plaisir. Et j'ai préparé une petite présentation. J'adore dire petite parce qu'en fait, elle n'est pas du tout petite. J'ai passé beaucoup trop de temps à faire un truc. Comme à chaque fois, je passe trop de temps. Toujours pas de jingle pour la transition, je le fais à la bouche. Transition qui déchire! Et voilà! Tadam! C'est mon nouveau... Ah oui, alors, la caméra, tout ça. Yay! Voilà, c'est le nouveau petit truc que j'ai fait. Comme ça, il y a un plus grand écran, ce qui est chouette. Parce que moi, je trouve chouette. Vous avez un petit chat. Je pense qu'un de ces quatre, je vais réduire la taille de l'écriture du chat parce qu'en fait, je sais pas si c'est important que ce soit si gros. Et on peut pas lire vos noms. Et ça, je trouve ça très frustrant. Et il y a une petite case, juste ici. Parce qu'à la base, je voulais intégrer le nombre de spectatrices. Mais comme je m'y suis pris à 15h53 pour 16h, évidemment, je n'ai pas eu le temps. Mais cette petite case va bientôt trouver chaussure à son pied. Ou case à sa case, comme on dirait. Je pense. Alors, j'ai plein de choses à vous raconter aujourd'hui. Salut José Crybaby, tu es en train d'étudier France et tu es brasiliens. Ok. Bah, sympa. Cool. C'est parti. J'ai plein de choses à vous raconter. Ursula Requin, un petit peu moins, puisqu'en fait, c'est pas vraiment le thème, vu que c'est un requin, et qu'on ne parle pas de requin. J'ai une liste de trucs à vous raconter. J'ai en fait, comme d'habitude, beaucoup trop travaillé, et je ne vous avais pas montré, mais j'ai mis mon pull queer. Il y a écrit queer en dessous. Tadam! Et j'ai mis une salopette pour pas avoir froid. J'ai aussi des super chaussettes à vous montrer plus tard. Ça sera dans les nouveautés du moment. Je voulais mettre dans mes pieds, mais en fait, il faisait beaucoup trop froid. Donc j'ai mis mes chaussettes de la Reine des Neiges. Et je vous montrerai mes chaussettes géniales tout à l'heure. Alors, la représentation queer LGBTQIA+, dans les séries d'animation. Donc déjà, la représentation, c'est quoi? Première étape. Je vous ai mis une image de City of Ghosts, qui est une série Netflix qui est sortie en 2021. 2020-2021. Je dis des chiffres au pif alors que je l'ai tout à fait noté. 2021. Une excellente série. Il n'a qu'une seule saison, malheureusement. Donc, première étape, la représentation. La représentation, c'est de la théorie sociologique, pour commencer, qui vient de Émile Durkheim, qui parlait des représentations collectives. Ça a été utilisé ensuite par Serge Moscovici, qui est un chercheur aussi en sociaux, qui donc lui a vraiment parlé pour la première fois de représentation sociale. Donc il y a plusieurs chercheurs et chercheuses qui se sont penchés là-dessus. C'est de la
purs sociaux, j'avoue que j'en ai lu des bouts, mais pas tout, et le but, ça va pas être de parler de ça pendant 3 plombes. Évidemment, il y aura une très grande bibliographie. D'ailleurs, il y en a une pour le moment que vous pouvez trouver avec le raccourci !bib, BIB. C'est surtout des bases de données de représentation qui sont très intéressantes et très chouettes si jamais vous savez pas quoi regarder et que vous avez vraiment envie d'une série avec des personnages queer. Je vous recommande vraiment. Et donc, ce terme de représentation, il a été traité par différentes personnes et c'est un truc qui m'a un peu fait rire jaune. Mais donc la représentation, c'est ce qui fait que on voit dans les médias, dans la littérature, à l'écran, on voit des personnages et des personnes qui nous ressemblent, donc des femmes, des personnes de couleur, des personnes queer. Et donc les sciences pendant longtemps ont été un champ masculin où a été totalement dominé par des hommes. Et c'est marrant comme c'est pas marrant, mais l'une des grandes chercheuses de sciences sociales qui a théorisé une grosse partie des sciences sociales en France, c'est Denise Jodelet. Et il faut savoir qu'elle n'a pas de page Wikipédia, contrairement à Moscovici ou à Durkheim ou à plein d'autres gens, car c'est une femme. Yay! Donc un jour, pas tout de suite parce que là j'ai pas le temps, mais un jour je m'occuperai de la page Wikipédia de Denise Jodelet qui je pense, j'espère le mérite, parce que elle a fait une thèse et un nombre assez incroyable d'articles sur la représentation sociale, sur les représentations genrées, sur les représentations racisées. C'est passionnant. Il y a aussi dans le top des chercheuses qu'on peut citer Sandra Jovcelovic, voilà, qui est brésilienne et qui a travaillé en Angleterre, aux États-Unis et au Brésil sur la représentation des femmes dans l'espace public et la représentation des personnes brésiliennes. Si jamais vous voulez en savoir plus, mais que vous avez la flemme de lire de la théorie, et que, par exemple, vous aimez les livres illustrés, moi j'adore, j'ai des très bons conseils. Alors, en premier, La Ligue des super féministes, de Myriam Mal. C'est une petite merveille. Ça commence d'ailleurs dès le début par expliquer ce que c'est que la représentation. C'est très clair, très très bien écrit. Donc, je vous le recommande grandement. C'était la suite de son premier ouvrage qui était Le Commando Culotte, qui est publié chez Ankama, qui était un blog donc qu'elle a adapté en bande dessinée et qui parlait de féminisme dans les séries télé. C'était une analyse plutôt témoignage de séries télé donc, et de films qui parlent donc par exemple de féminisme dans Legally Blonde, Easy A, ça parle de Game of Thrones. Il y a eu plusieurs billets qui ont été faits avec Tarmas sur la place du viol dans la série Game of Thrones. Comment est-ce que c'est utilisé, comment est-ce que c'est mal utilisé, comment est-ce que c'est mal représenté. Ensuite, une des grandes théoriciennes qui ont travaillé là-dessus, c'est Iris Bray. Elle a aussi donc fait un livre pour enfants avec Myriam Mal qui s'appelle Sous nos yeux. Donc ça, c'est la version pour enfants de son premier livre, enfin je crois que c'est son premier, qui est Le regard féminin, une révolution à l'écran. Et puis elle a aussi fait Sex and the Series. Et je peux aussi vous conseiller Féminisme et pop culture de Jennifer Padjemi. Donc tout ça c'est en français. C'est très très bien écrit, c'est très bien expliqué. C'est Iris Bray qui par exemple a théorisé le female gaze et qui a aussi beaucoup aidé à vulgariser le male gaze, donc qui est ce regard masculin que porte le cinéma en fait en général, qui est un regard qui est tourné vers la masculinité. Pour étudier donc la représentation, il y a aussi Reni Eddo-Lodge qui a écrit Le racisme est un problème de blanc, qui parle donc cette fois-ci beaucoup de représentation de personnes racisées.
et qui cite plusieurs fois, et j'en profite pour la mentionner parce que c'est une très grande théoricienne féminisme, pardon, d'études féministes et d'afroféminisme, qui est Kimberly William Crenshaw, et c'est c'est la personne qui est à l'origine du terme intersectionnalité. Il a mis en avant pour pouvoir parler des préjugés que subissaient les femmes racisées, puisque l'intersectionnalité, c'est être au croisement de plusieurs discriminations. Donc par exemple, être une femme, être noire, être non valide, il y en a plusieurs. Et c'est un terme qui est très important puisque, effectivement, les femmes subissent du sexisme, mais les femmes noires subissent une intersection de racisme et de sexisme, qu'on appelle en français le misogynoir. Donc c'était Kimberly William Crenshaw qu'on a parlé en première. Elle a vraiment des écrits qui sont passionnants. Et donc, alors la représentation, c'est quelque chose dont on parle depuis très longtemps. Donc, les théories et les écrits sociologiques, ça date quand même un petit peu. Ça a été aussi popularisé par le test de Bechdel-Wallace, donc qui a été expliqué à la base dans un strip de Gwyn à suivre, la série d'Alison Bechdel, donc qui est sortie en 1985. C'était un test qui était inspiré par son amie Liz Wallace. Et donc c'est un test qui dit: pour qu'un film passe le test de Bechdel-Wallace, il doit passer 3 critères. Il doit y avoir au moins 2 femmes nommées, nom et prénom, dans l'œuvre. Il faut que ces 2 femmes, elles parlent ensemble. Et il faut qu'elles parlent ensemble de quelque chose qui est sans rapport avec un homme. C'était à la base une blague, c'est devenu un test de référence. Il y a un site internet sur lequel il y a une liste de tous les films qui passent le Bechdel test. Alors, c'est intéressant, mais parfois ça ne fonctionne pas. Par exemple, le film Gravity, c'est pas un film qui est spécialement sexiste. C'est juste qu'il y a qu'un personnage féminin. Du coup, voilà. Mais c'était une façon de mettre en avant le fait que dans le cinéma, tout ce qu'on voyait, c'était beaucoup de rivalité entre les personnages féminins qui servaient seulement de faire valoir aux hommes. Et depuis que ce test existe, il y en a eu plein de variantes. Il y en a qui sont très chouettes. Il y a le test de la lampe sexy, je sais plus. En plus, Johnny Hallyday m'en a parlé hier. C'est est-ce que tu peux remplacer le personnage féminin par une lampe? Si oui, bah voilà. Et donc il y a des versions qui en ont été dérivées, qui est le test du Vernet et le test de Vito Russo, qui sont exactement le même principe, mais donc le test du Vernet, il est nommé selon Eva DuVernay, qui est une réalisatrice afro-américaine. Mes souvenirs sont bons. Et donc, est-ce qu'il y a au moins 2 personnages racisés qui sont nommés? Est-ce qu'ils parlent ensemble? Est-ce qu'ils parlent ensemble de quelque chose qui est sans rapport? Et donc le test de Vito Russo, il est nommé selon Vito Russo, qui est un écrivain et un théoricien du cinéma gay. Et donc ça fonctionne de la même manière pour les personnages LGBTQIA+. L'idée, c'était de mettre en valeur le fait qu'il y avait beaucoup de manques dans le cinéma, que les personnes et les personnages que l'on voyait à l'écran étaient en majorité des hommes blancs hétérosexuels, cisgenres, et que ça donne une image du cinéma et ça donne une image dans les médias qui est que les hommes blancs peuvent tout faire et les autres ne peuvent pas. C'est un peu le principe de la représentation, c'est ce qu'on va voir à l'écran, donc projeté par les médias, la publicité, les sources d'informations qu'on a, la littérature, le cinéma, tout ça. Comment est-ce que ça va nous influencer en tant que personne, et surtout comment est-ce que ça va nous influencer par rapport donc à ce que ça nous renvoie, c'est-à-dire que créer des personnages féminins qui ne sont que des faire-valoir et qui ne sont que sexy, ça envoie un message de les femmes sont juste bonnes à être sexy. Bonne, sexy, vous l'avez. Je suis très drôle. Qui en fait n'est pas vrai, puisque ça n'a aucun sens. J'ai un avis très tranché sur le genre, ça n'a aucun sens, voilà. Donc bref, il y a eu plein de choses qui se sont mises en place. Il y a aussi le Gina Davis Institute on Gender in Media. Voilà.
Donc, l'avantage d'avoir de la représentation, c'est que, en tant que personne, tu peux avoir plus d'exemples et plus de modèles. Et donc, j'ai commencé par mettre une image de Thomas, puisque c'est un personnage non-binaire, et qu'il y a très peu de personnages non-binaires dans, en fait, les médias, et il y a très peu de représentation. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup heurté, moi personnellement, puisque je suis non-binaire et que j'ai grandi sans représentation. Et donc la première représentation que j'ai eue, c'était le personnage de Stephanie dans Steven Universe, qui est un personnage qui utilise donc les pronoms neutres they, them. C'est ma série préférée de tous les temps, voilà, c'est vraiment pas une surprise que j'en parle. Puis ensuite, du coup, il y a eu le personnage de Double Trouble dans She-Ra and the Princesses of Power, et le personnage de Thomas dans City of Ghosts. On peut aussi aujourd'hui en citer plusieurs autres. Il y a Shep dans Steven Universe Future, il y a Courtney dans Dead End Paranormal Park. Mais à l'époque, il y avait... Et encore, là je dis ça, mais ça fait 5. C'est tout. C'est pas incroyable. Et cette représentation, elle fait aussi en sorte que, en tant que personne, tu te retrouves pas complètement démuni, que tu sais que tu existes d'une manière ou d'une autre. Il y a... Je suis désolée, je suis hyper confus, mais pour revenir sur la représentation non-binaire, il y a aussi le personnage de Sid, donc cette fois en live action, dans la série One Day at a Time. Et c'est important de noter que la série City of Ghosts, comme la série One Day at a Time, sont des séries qui ont été annulées. Steven Universe, c'est une série qui a été extrêmement censurée aussi, donc c'est, mine de rien, pas que des victoires. Et donc cette représentation, comme je le disais, c'est important qu'elle soit là, qu'elle soit visuelle, mais il y a, en fait, dans l'histoire du cinéma, dans l'histoire des séries d'animation, il y a eu des représentations queer, mais ces représentations, ça a beaucoup été des représentations négatives. Là, par exemple, le fait que les personnages de méchants soient maniérés, c'est quelque chose qui est très très utilisé. Donc là, je vous ai mis en particulier chez Disney. Donc on a Scar, Ursula et Jafar, qui sont des méchants. Et pendant des années, dans le cinéma et dans le cinéma d'animation, les méchants ont été maniérés et ont été ce qu'on appelle queer-coded, donc avec des codes de représentation queer. Par exemple, Ursula, elle a été créée en s'inspirant de la drag queen divine. Et Scar et Jafar sont des personnages qui sont très maniérés. Alors, j'ai découvert que les animateurs qui ont créé Jafar sont gays, mais je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, ce qui fait qu'en fait ça donne aussi beaucoup une image de les personnes maniérées et les personnes queer sont des personnes mauvaises puisque ce sont des méchants. Donc on peut citer aussi dans l'animation américaine Joker et Him dans Powerpuff Girls, donc dans les Super Nanas. Bah oui. Comme tu dis, Logan, Ursula est inspirée de Divine, tout à fait. Je vous mettrai... Quand je mettrai la vidéo sur YouTube, je mettrai toute la bibliographie parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. C'est pareil, Jean-Michel Berthiaume, qui est un chercheur québécois, spécialisé sur la pop culture, donc qui travaille à Pop en Stock, qui est mon site internet préféré, je crois. Il y a un site de recherche sur la pop culture. Il a fait une émission de radio qui parle des identités multiples du Joker, mais en particulier de ses identités sexuelles et de ses identités queer. Il y a eu une pétition, je crois, entre 2015 et 2018, je sais plus précisément, pour que le Joker soit officiellement gay. C'est un personnage qui joue beaucoup sur les codes, donc sur le maquillage, sur les manières. Alors, il y a un film ici au Brésil qui est LGBTQIA+, appelé Aujourd'hui je ne veux pas y retourner seul. Ok, c'est un film qui parle de quoi? Si tu peux nous raconter. Et puisqu'on en a cité des films, je vous citerai
Et je vous recommanderais, si vous ne l'avez pas vu, le documentaire Disclosure qui est sur Netflix, qui est un documentaire qui parle de la transidentité au cinéma, de la transidentité à l'écran, et de comment est-ce que le cinéma a effectivement traité le thème de la transidentité, mais en fait extrêmement mal, en faisant... Faut que je rattache ma salopette. En faisant le thème des méchants. Que par exemple, dans Ace Ventura, la méchante est une femme trans et c'est moqué, c'est beaucoup tourné en ridicule, beaucoup tourné en dérision. Donc, c'est important qu'il y ait des représentations, mais c'est aussi important qu'il y ait des bonnes représentations et qu'on ne se retrouve pas avec une tonne de représentations qui sont négatives et qui disent que, eh bien, les personnes transgenres veulent tuer tout le monde et que les personnes gays sont des méchantes qui veulent tuer leur frère pour devenir le roi. Car ce n'est pas vrai. Enfin, c'est peut-être vrai des fois, mais c'est pas vrai pour tout le monde. C'est surtout ça que je retiens. Moi, la première représentation que j'ai eue, c'est James. Dans Pokémon. J'adore James. C'est l'un de mes personnages préférés. Je le trouve tellement chouette. Et la Team Rocket, Jessie et James, c'est des personnages qui ont été très 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 réécrits par les fans, que les fans ont déclaré plusieurs fois être des personnes trans et que James était un mec trans et que Jessie était une meuf trans, ou que James était genderqueer. Il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. En plus, c'est deux personnages qui se déguisent beaucoup, et quand ils se déguisent, c'est toujours James qui se déguise avec une robe et Jessie qui se déguise en costume. Enfin, c'est des personnages qui jouent beaucoup avec les identités de genre, avec les marqueurs du genre, donc en particulier le maquillage et les vêtements. C'est très très drôle. Moi, c'est un truc que j'avais beaucoup aimé quand j'étais enfant, justement, d'avoir ces deux personnages qui, voilà, vivaient leur vie et qui étaient très très fluctuants. Et c'était... Je trouve que c'était une chouette représentation. Et donc, bah, encore une fois, dommage, c'est des méchants. Mais ils sont aussi très attachants. Manon Potatoes, j'adore la Team Rocket. Hashtag boumeuse. Non mais tu te débrouilles très bien, Potet, donc ne t'inquiète pas. Merci d'être là, Potatoes. Moi aussi j'adore la Team Rocket. J'adore James en particulier et Miaous. C'est mon top 2 préféré. Je vous remontre petit sweat. Là, je voulais faire un petit point sur les premiers animés et la censure, puisqu'en fait, quand on regarde la liste des apparitions des personnages queer dans le cinéma d'animation, les premiers, ça apparaît donc dans les animés japonais. Là, j'ai mis les personnages de Cardcaptor Sakura, mais bien avant Cardcaptor Sakura, il y a eu La Rose de Versailles, Utena Revolutionary Girl, Ranma 1/2. Donc ça, c'est des séries qui parlent en fait de manière jamais officielle de personnes queer. Mais tout est là. Alors si vous connaissez pas La Rose de Versailles, c'est l'histoire d'une fille qui est élevée par son père comme un garçon pour devenir le chevalier protecteur de Marie-Antoinette, alors qu'elle est encore jeune, je crois qu'elle a 14 ou 15 ans, enfin tout le monde a 14 ou 15 ans dedans. Et donc Marie-Antoinette va évidemment tomber amoureuse de Oscar, qui est Lady Oscar, et c'est d'ailleurs à partir de ce manga que Jacques Demy a fait son film Lady Oscar, donc sur cette jeune femme qui s'appelle Oscar et qui est un chevalier. Coucou Marie, ça me fait très plaisir que tu m'écoutes. Je suis très content.
J'aime beaucoup, en plus, vraiment, j'ai des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses à dire. Je pense qu'à un moment, il va falloir que quelqu'un à la maison coupe Internet. C'est-à-dire qu'à partir de 19h, si je suis encore en live, s'il vous plaît, coupez Internet pour le bien de tout le monde. Et donc, par exemple, c'est pareil dans Utena Revolutionary Girl, c'est l'histoire de meufs qui se tapent avec des épées, mais il y a aussi des personnages plutôt genderqueer. Ou alors, toutes les tournures de phrases sont faites de manière à ce que jamais on puisse donner leur genre. C'est une très chouette série, je vais la lire bientôt. Et évidemment, il y en a plein d'autres, mais il y a surtout Sailor Moon, qui a été l'un des tops de tous les temps de série. C'est Takeuchi Naoko qui fait ça. C'est l'une des plus grandes artistes de manga. D'ailleurs, elle est mariée avec le man de Hunter x Hunter. Je dirais pas son nom pour contrecarrer tous les articles qui disent gna gna gna, l'épouse de machin. Bref. C'est une blague très référencée de Twitter, du Twitter manga, donc en fait je pense que personne n'a la ref, mais ça me fâche. Donc, Takeuchi Naoko, une génie. Et donc, avec ces deux personnages, qui sont Sailor Mercure et Sailor Uranus, non, Sailor Neptune et Sailor Uranus. Sailor Neptune, pardon, Michiru, c'est celle qui a les cheveux bleus, et Sailor Uranus, Haruka, c'est celle qui a les cheveux jaunes, qui sont tout à fait lesbiennes, tout à fait ensemble. Il y a Takeuchi Naoko l'a aussi confirmé dans plusieurs interviews, c'est pareil, ce sera en lien de la vidéo quand ce sera sur YouTube, mais vraiment, elle a dit je vous le transcrit de l'anglais et en plus de mémoire, mais en gros elle a dit un truc du genre oui, bah en fait au début elles étaient potes, et en fait ensuite ça s'est tourné en amour, et comme il y a des amours hétérosexuels, il y a aussi des amours homosexuels, et elles s'aiment. Mais dans la première version de l'animé, donc quand l'animé est arrivé en Occident, elles étaient cousines. Donc tous les gens qui ont vu la version soit française, soit américaine, se disent c'est bizarre quand même parce qu'elles sont cousines. Et en fait non, elles sont juste carrément ensemble. Utena et la Rose de Versailles. La Rose de Versailles, vraiment, c'est incroyable. Hein. Tout le monde crush sur tout le monde. Marie-Antoinette, elle est là avec ses grands yeux pleins, qui brillent, plein de paillettes, en regardant Oscar, en se disant « Waouh, quand même, quelle beauté, c'est trop fun ». Et au milieu, je vous ai mis Yukito et Toya, qui sont dans deux personnages de Cardcaptor Sakura, qui était l'une de mes séries préférées quand j'étais enfant. Alors, faut savoir que quand j'étais enfant, j'avais pas vraiment le droit de regarder la télé, car ma daronne est anti-télé. Donc j'ai loupé plein de rêves. Par exemple, j'ai loupé Willow dans Buffy. Je savais pas que c'était possible d'être homosexuel quand j'étais jeune. Le fun. Mais bref. Donc moi j'ai regardé, quand ma mère n'était pas là, le samedi après, je regardais les dessins animés sur M6, et je regardais Cardcaptor Sakura, et c'était trop bien. J'aimais trop. Je serre mon petit poing très fort, et en plus dans ma main il y a le Punisher en Lego, mais je suis genre ah là là, Cardcaptor Sakura c'est trop bien. Et donc bref, j'aimais trop cette série, surtout, enfin du coup je la regardais quand j'étais enfant quoi, et quand je suis arrivée au lycée, mon meilleur copain, Nico, il est hyper fan des dessinatrices, Clamp, donc il m'en a parlé pendant des jours, et après, il m'a dit que j'allais lire les livres. En fait, il m'a forcé, mais il a bien fait, parce qu'il a bien fait, c'était vraiment très bien. Et donc, en lisant les mangas de Cardcaptor Sakura, j'ai découvert que tout dans la version française avait été censuré. Vraiment, mais vraiment tout. Alors, il y a des choses que je peux comprendre, puisque dans Cardcaptor Sakura, il y a aussi un professeur
d'école qui est amoureux d'une élève. C'est un amour réciproque. C'est très gênant. Mais donc il y a aussi plein de choses. Donc le grand frère de Sakura, Toya, il a un amoureux, c'est Yukito. Ils sont ensemble, mais vraiment ils sont ensemble. Et Sakura, sa meilleure amie, Tomoyo, elle est amoureuse d'elle, mais elle est amoureuse d'elle au point où, enfin littéralement, elle lui fait une déclaration d'amour de oui Sakura, je t'aime, je voudrais qu'on passe tout notre temps ensemble. Et d'ailleurs très marrant, mais l'amoureux futur de Sakura, Shaolan, ils commencent par être tous les deux rivaux. Et dans la liste de leur rivalité, puisqu'il y en a une, je pense, une bonne centaine, il y a le fait qu'ils sont tous les deux amoureux de Yukito. Imaginez vraiment deux pélos là, de 13 ans, qui sont tous les deux amoureux du mec, du grand frère de Sakura. Voilà. J'avoue que quand j'ai découvert ça, au lycée, je me suis sentie trahie. Vraiment, je me suis dit, mais on m'a volé mon enfance. J'étais fâchée. Donc il y a beaucoup d'animés qui ont été censurés. Ah, vous voyez mon petit curseur? Le seum, j'avais désactivé. Je suis un peu triste. Bon, pas grave. Donc j'ai été très très fâchée contre la télé qui a acheté les droits et qui a censuré la série. C'est pareil, Cardcaptor Sakura aux États-Unis, ça s'appelait juste Cardcaptor. Parce que les gens se sont dit, mais si on met un prénom de fille, les garçons ils voudront jamais regarder. Est-ce que Boneclay est au programme? Je sais pas ce que c'est Boneclay. Tu pourras nous faire une présentation. C'est ton moment. Donc, tout ça pour dire que les premiers animés, quand ils sont arrivés, ils ont été beaucoup censurés, mais on trouve beaucoup de traces donc de personnages queer et de représentation queer, en particulier gays et lesbiennes, dans les animés japonais. Et je pense que ça a aussi beaucoup joué sur l'ouverture après des États-Unis. Parce que je vais surtout me concentrer sur les séries d'animation et les cartoons américains. Parce que je m'y connais plus, et c'est plutôt ce que j'aime et ce que je regarde le plus. Mais il y en a beaucoup qui sont cités au Japon, et donc ça existe depuis plus longtemps. Alors, c'est le travesti dans One Piece. Ah oui, alors, dans One Piece, il y a plusieurs représentations. Donc il y a Boneclay, il y a un man trans. D'ailleurs, il y a un man trans aussi dans Demon Slayer, dans Kimetsu no Yaiba. Et il y a aussi un man bi, je crois. Mais en fait, je me rappelle plus assez de One Piece et j'ai pas relu depuis. J'avoue que je me suis vraiment concentrée là sur les séries d'animation américaines. Mais quand on parlera de One Piece, Logan, on va parler de ça. Évidemment qu'on ne va pas laisser de côté la représentation queer dans One Piece. Oui, c'est dans les alors, il y a une personne gender fluide, oui, dans les nouveaux arcs. Dans mes souvenirs, j'en suis pas encore là. Ensuite, comment est-ce que c'est arrivé aux États-Unis? Alors, il y a eu des apparitions de personnages queer un peu partout dans les séries. En général, c'était très implicite. Et les séries qui en ont parlé en premier, c'est en fait les séries parodiques et satiriques des États-Unis. Donc, par exemple, les Simpsons. Et ça, c'est un épisode qui date des années 2000. C'est la Pride. Et il y a juste ce cher qui passe avec écrit Staying in the Closet dessus. Et les deux personnes dedans chantent We're gay, we're glad, but don't say mom and dad. Et on reconnaît les voix de Smithers, qui est donc le bras droit de Monsieur Burns, et de Patty, la grande sœur de Marge, la sœur jumelle de Selma. Et c'est très drôle parce qu'en plus, Marge ne capte absolument pas que c'est sa sœur Patty. Et elle dit oh, ces deux personnes ont l'air de très bien aller ensemble. Alors que non. Et donc c'était l'une des premières fois où il y avait un pseudo coming out, sachant que Wilson Smithers, on le sait depuis longtemps.
parce que les blagues sont faites en général sur le fait qu'il est dans le placard. Et Patty, c'était un peu moins clair. On disait qu'elle avait fait vœu de célibat. Et ensuite, sa sœur Selma l'a suivie dans son vœu de célibat. Mais tout au long de la série, Selma, elle date des gens, elle se marie avec... elle fait plusieurs mariages. Et donc, le coming out de Patty a eu lieu, je crois, en 2005, son coming out officiel. Et donc, on retrouve d'autres personnages, comme le personnage de Bruce dans Family Guy et Big Gay Al dans South Park, qui tient un refuge pour les animaux qui sont eux-mêmes gays. En fait, il apparaît dans les premiers épisodes dans la saison 1, parce que le chien de Steve est gay, et donc il est recueilli par Al dans son refuge pour les animaux gays, et après il devient un personnage récurrent de la série. C'est toujours, évidemment, dans ces moments-là, c'est toujours satirique. Donc dans les Simpsons, il y a d'autres personnages qui sont gays. Il y a le professeur de musique, Largo de Lisa. Il y a Rulio, le coiffeur de Marge. Au fur et à mesure, il va y en avoir de plus en plus. Mais le but, c'est toujours la satire. Et on peut citer aussi d'autres personnages qui sont très intéressants, qui sont donc les Looney Tunes. C'est une série qui a commencé dans les années 30, qui a été beaucoup rediffusée. Et en général, quand on parle de culture queer et qu'on parle par exemple de drague, on cite aussi Bugs Bunny et Daffy Duck, puisque c'est deux personnages qui se travestissent beaucoup. Et il y a beaucoup d'épisodes où Bugs Bunny et Daffy Duck s'habillent en femme, se maquillent et agissent comme des personnages féminins. Il y a aussi un ressort comique assez récurrent. Et là, on arrive sur la meilleure partie de Steven Universe. Bon. Il s'est passé plein de choses dans les années 2000. Les représentations des personnes LGBTQIA+, en général, c'est des personnes gays, c'est ce qu'on voit le plus, des hommes gays. Et c'est des représentations qui sont tournées en ridicule. Très souvent. En fait, on va faire de l'humour dessus, et puis, s'il y a un personnage qui est queer, l'emphase va être mise là-dessus. On va parler de son coming out, on va parler des réactions des autres, on va parler de rejet. Dans American Dad, il y a le personnage de Roger qui se travestit beaucoup, mais du coup, il y a beaucoup de blagues transphobes. C'est vraiment... Le but, c'est de faire rire contre et pas rire avec. C'est toujours le principe d'une représentation queer-codée qui est faussée. En 2013, c'est l'avènement de la série qui est toujours d'ailleurs notée comme la série la plus queer de tous les temps, le dessin animé le plus queer de tous les temps. Ursula Requin approuve ce message, qui est Steven Universe. Steven Universe, c'est une série d'animation qui est créée par Rebecca Sugar, qui était jusque-là storyboard et qui travaillait en tant que storyboard artiste et scénariste sur Adventure Time. Elle y a travaillé jusqu'à la saison 5, et puis ensuite elle a arrêté puisqu'elle avait commencé à travailler sur Steven Universe en parallèle et elle pouvait plus faire les deux. C'est une série qui est produite par Cartoon Network, qui est aussi le diffuseur d'Adventure Time. C'est le moment où Cartoon Network, en tant que chaîne et comme bloc de production artistique, prend vraiment son envol. Adventure Time avait déjà lancé les choses, mais Steven Universe continue de projeter le succès. Le principe même de Steven Universe, je vais essayer de pas vous spoiler, parce que je trouve que c'est une série géniale qui mérite d'être découverte, qui mérite d'être vécue avec toutes ses surprises. Mais donc dans Steven Universe, on suit un jeune garçon de 13 ans qui s'appelle Steven,
qui vit dans une maison sur la plage avec les Crystal Gems, qui sont des extraterrestres qui protègent la Terre. Donc, à la base, on part vraiment sur une série en 10 épisodes, de plein de petites aventures, avec ce gamin qui, lui aussi, a une Crystal Gems, mais qui doit avoir des pouvoirs, mais qu'en fait, il en a pas et il sait pas s'en servir. Et il est entouré de 3 autres personnages, qui sont Amethyst, Pearl et Garnet, qui sont des extraterrestres. Et ces extraterrestres fonctionnent avec des gemmes, donc en fait avec des pierres. Elles ont chacun une pierre, donc littéralement une améthyste, une perle et un grenat. Les noms n'ont pas été cherchés très loin. Et donc elles ont des pouvoirs. Et Steven, on apprend au fur et à mesure que son père est humain, mais que sa mère était aussi une gemme. Donc il a hérité de pouvoirs de sa mère. C'est une série qui est géniale parce que toutes les gemmes sont de genre féminin, mais elles ont pas vraiment de sexe. C'est plutôt des créatures non binaires. Après, on s'adresse toujours à elles au féminin. Ce qui fait que quand il y a des romances, quand il y a des histoires d'amour, en fait, c'est toujours bravo les lesbiennes. Et il y a beaucoup d'amour. C'est une série qui parle de ça, qui parle de trauma, qui parle de deuil, mais qui parle aussi beaucoup d'amour. De l'amour qu'on a pour les gens qui nous entourent, pour la famille qu'on a choisie, pour les gens qu'on a choisis, pour les enfants, pour les adultes, pour la vie en général. C'est très beau, c'est triste. C'est une série musicale, il y a beaucoup de chansons. C'est trop bien. Voilà. J'ai très souvent les chansons de Steven Universe dans la tête. Et donc, c'est une série où tout le monde est queer. C'est génial parce qu'en fait, ça n'est pas le principe de l'histoire. On s'en fout. L'histoire, c'est la bagarre. Il y a la bagarre tout le temps. Il y a tout le temps de la bagarre. Mais du coup, c'est aussi l'une des premières fois où on va pas mettre l'emphase sur le genre des personnages, sur la sexualité des personnages. On va parler de complètement autre chose. Ça va être complètement secondaire. Donc c'est génial. C'est très cool. La série compte 5 saisons, un film et une autre saison qui s'appelle Steven Universe Future. Et je vous le recommande grandement. Donc, c'est pas Steven Universe qui a lancé les personnages queer à l'écran, c'est Steven Universe qui, littéralement, en a fait une personnalité. Avant ça, il y avait aussi d'autres séries, quand même, mais qui n'étaient pas aussi explicites, ou alors qui, si on ferme les yeux, ça passait. C'est-à-dire que alors ça c'est Rebecca Sugar qui chante une chanson dans Amphibia. Et du coup, elle a été dessinée et animée pour Amphibia. Je trouve ça génial. Et ça, c'était l'affiche du pilote de Steven Universe. C'est très drôle parce que Rebecca Sugar a créé le personnage de Steven par rapport à son frère. Et son frère, Steven Sugar, il est background artist sur Steven Universe. Il est aussi, en fait, il est illustrateur. Et je vous recommande aussi d'aller checker son site, c'est très beau ce qu'il fait. Donc, on a eu quand même des personnages avant. On a les personnages de Marceline et de Princess Bubblegum dans Adventure Time qui ont eu une relation. En fait, on le comprend à demi-mot au fur et à mesure des saisons. Mais en fait, c'est aussi tout le principe de si on veut pas le voir, on le voit pas. Et en même temps, bon, Pibi, elle a le t-shirt de l'ancien groupe de Marceline, c'est son pyjama. Voilà. Mais c'est jamais dit officiellement. Et en 2012, il y avait la série Gravity Falls qui s'est lancée de Alex Hirsch. C'est une excellente série que je vous recommande très fortement. C'est une série en 2 saisons. Ça passe à toute vitesse. C'est brillant. Très bien écrit. Alex Hirsch a beaucoup témoigné du fait qu'il a été... c'est une série Disney Channel et qu'il a été bloqué par Disney et par la censure de Disney. Donc, par exemple, le personnage de Wendy Corduroy, donc, qui est la jeune fille rousse, est bi.
il l'a confirmé sur Twitter, voilà, mais il a jamais pu le mettre en scène. Et les fans sont assez unanimes sur le fait que Grenda est une jeune fille trans. Mais ça, c'est pareil. En fait, on en est encore au stade où, en tant que spectatrice, c'est à toi de faire tes petits micmacs et de faire tes fanfictions et de repérer des indices dans ta tête parce que les séries ne le montrent pas ou alors à demi-mot. Ce qui fait que c'est aussi très facile de fermer les yeux dessus. Par exemple, Steven Universe, il y a des scènes qui ont été complètement censurées, il y a des scènes qui ont été enlevées, il y a des scènes qui ont été retravaillées. Il y a une scène entre deux personnages qui chantent une chanson pour dire qu'ils s'aiment. L'un des personnages a été affublé de gros sourcils et de moustaches dans la version russe pour qu'on pense que c'est un couple hétérosexuel, alors que ça n'est pas le cas. Voilà. Et il y a eu aussi des soucis sur la version française quand elle a été traduite. Cette chanson qui du coup parlait d'une amitié sans faille, alors que littéralement la chanson disait l'amour, les bisous, tout ça. Voilà. Alors, moi je regardais très peu donc de séries d'animation avant, mais je suis tombée vraiment dedans avec Steven Universe. Je regardais des dessins animés un peu de temps en temps, mais j'avais jamais suivi à fond. Et je pense que vraiment c'est Steven Universe le moment où je suis tombée dedans. Je pense que c'est en 2014-2015. Et j'en ai dévoré plein. Et donc, comme je vous le disais, c'est compliqué de composer avec des instances qui sont LGBTQIA-phobes. Parce que il faut réussir à mettre les choses en place, mais soit il faut le faire à demi-mot, soit il faut le faire d'une manière en fait, qui puisse être censuré. Parce que, par exemple, alors là, attention, je giga spoil, pardon, j'ai tapé dans le micro, je giga spoil Legend of Korra, qui est la suite de Avatar The Last Airbender. Je vais spoiler comme jamais vraiment la toute fin, donc si vous voulez regarder cette série, bouchez-vous les oreilles et passez un petit peu parce que vraiment, je serais triste que vous ne découvriez pas ce truc. Bref, spoil moment, let's go. À la toute fin de Korra et Asami partent ensemble dans... J'ai oublié comment ça s'appelait. Bon, bref. Isekai, elles partent dans le monde des esprits. Et on découvre qu'elles sont ensemble. Mais c'est littéralement c'est pas 2 dernières minutes. En fait, si tu veux censurer, tu croppes juste ce passage. Et moi, c'était ma théorie depuis le début de Korra. Que Asami, elle a un crush sur Korra, mais depuis le début, je me dis c'est pas possible. Mais en même temps, elle date des mecs, toutes les deux et tout. Donc je me dis, bon, d'accord. En fait, non, depuis le début, en fait, j'avais raison depuis le début. Je savais. Et après, par contre, effectivement, tu peux cropper la fin de la série, les 3 dernières minutes, mais tu peux pas cropper les comics où elles sont tellement amoureuses et ensemble. Mais voilà. Et donc ensuite, c'est continué en comics où elles sont ensemble. Mais ça a été bloqué. Enfin, moi, il y a eu vraiment plein de moments où je me suis dit, mais là, elle fait un move. Et donc, les personnages, ils sont aussi beaucoup réduits à leur genre, comme, donc, par exemple, c'est à ce moment-là qu'est sorti Big Mouth, en 2017. C'est une série qui parle de sexualité, puisque c'est une série d'animation où les hormones des ados pré-ados prennent vie sous forme de monstres. Donc en fait, c'est typiquement le genre de série où, comme tu sais que ça va parler de ça, tu le diffuses pas. Et il y a le personnage de Vera dans Scooby-Doo, donc Velma en VO, qui est enfin officiellement lesbienne, mais pendant des années et des années, ça a été caché, alors même qu'il y a plusieurs scénaristes qui ont dit que, bien sûr, qu'elle était explicitement gay, et d'ailleurs,
il faut que je vous retrouve. Je retrouverai ça parce que si ça se trouve, je cite et en fait ma source elle est fausse. Mais mes souvenirs sont bons. Les scénaristes de la série et les scénaristes qui ont écrit le film de Scooby-Doo ont dit qu'ils avaient écrit le personnage pour qu'il soit explicitement lesbien. Moi, ça a marché sur moi. J'y ai cru depuis le début, j'y crois. Mais je crois que ça n'a pas marché pour tout le monde. Et donc là, en 2022, on a son coming out officiel. La série qui sort en 2023, elle sera lesbienne dedans. Elle aura un crush sur la méchante. Tout est sorti, c'était trop bien. Enfin, c'était trop bien. Non, les homophobes étaient pas trop bien, mais sinon c'était trop bien. Et c'est juste, bah, c'est super, mais en fait, Scooby-Doo, ça existe depuis 40 ans. Moi, ça fait enfin, c'est pas 40 ans que je sais, parce que j'ai pas 40 ans, mais quand même, il y a un moment. Faites un effort. On a bien compris qu'elle était lesbienne, Velma. Il y a beaucoup de gens qui écrivent des fanfics sur donc Vera et Daphné et Velma et Daphné en VO. Et il y a des comics qui ont l'air incroyables. Du coup, je pense que je vais en acheter un de ces 4. Si un jour vous voulez lire des histoires d'amour entre Velma et Daphné sur fond d'enquête et de Mystery Machine, n'hésitez pas. J'aurai des fanfics et j'aurai peut-être des BD à vous prêter. Et je pense que effectivement, l'influence de Steven Universe, ça a permis une ouverture. Et donc, par exemple, voilà, en 2014, on a eu la série de BoJack Horseman, et en 2018, le personnage de Todd Chavez faisait son coming out ace, donc asexuel, mais il a fallu attendre vraiment longtemps avant qu'on en parle. En 2018, c'est l'explosion, puisque c'est en 2018 que sort She-Ra and the Princesses of Power, qui est une série de Andy Stevenson, qui est sortie sur Netflix, produite par DreamWorks. Il y a 5 saisons, 6 saisons, je sais plus. C'est une très chouette série. C'est la deuxième série faite par une personne non binaire, la première étant Steven Universe. Et ben, ça se voit. Bravo les personnes non binaires, continuez à faire des séries, vous faites du très beau travail. Donc She-Ra, ça raconte l'histoire de Adora, qui travaille, enfin qui est embrigadée depuis sa tendre enfance pour être soldat dans la Horde. Et en fait, elle découvre qu'on lui a menti et qu'en fait ils sont les méchants depuis le début, et elle a le giga seum. Elle trouve une épée, et grâce à cette épée elle peut se transformer en She-Ra. She-Ra, c'est un personnage qui est tiré de He-Man and the Masters of the Universe, qui a eu aussi une série en spin-off après, donc She-Ra Princess of Power, qui date des années 80, qui est plutôt sexiste et pas très bonne, mais le remake, donc celui-ci, est très bien. D'abord justement parce que c'est une série qui est pour les enfants. Donc les personnages qui avaient des tenues trop sexy et très sexualisantes dans les années 80 n'ont plus de tenue trop sexy. She-Ra, elle a un short, elle est en body avec son short. Les mecs cis qui regardaient dans les années 80 ont pété un câble en mode pourquoi elle a pas sa petite jupette, et on est genre bah je sais pas, elle a 15 ans, on va pas sexualiser les enfants. Point. Encore une fois, ça a été la bagarre sur internet. J'adore parce que je vous raconte en plus mes anecdotes de bagarre, parce que comme je suis tout ça depuis longtemps, j'ai été dans beaucoup de bagarres sur internet. J'ai été dans cette bagarre sur internet. J'ai été dans la bagarre sur internet pour dire que oui, Vera, elle était lesbienne depuis le début, et que même dans les films, ça se voit qu'elle est lesbienne. J'ai fait beaucoup de bagarres. C'est ça mon passif. La bagarre sur internet. Sur Twitter, très souvent la bagarre. Donc, She-Ra, c'est une série qui est très inclusive. Il y a énormément de personnages queer. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a le personnage de Double Trouble, qui est un personnage non-binaire. On a de la représentation à foison. Les parents, enfin, beaux à deux papas.
Il y a beaucoup de familles monoparentales, il y a beaucoup de personnes racisées, il y a des personnages qui sont bisexuels, il y a beaucoup de personnages bisexuels, il y a beaucoup de lesbiennes. C'est très très chouette. Je trouve qu'il y a des longueurs que je trouve moins sur Steven Universe, mais c'est quand même une excellente série qui a fait beaucoup pour la représentation, et donc en 2018, ça a un peu cassé le game. Tout le monde était à fond sur She-Ra, et en fait la question c'est est-ce que She-Ra a eu la même influence que Steven Universe sur le monde de l'animation? En fait on sait pas encore, parce que je pense que on est encore trop proche de sa sortie. C'est vrai que ça a permis de sortir beaucoup de séries queer, mais en même temps, cette série, comme elle a été produite par DreamWorks, ça a aussi été une ceinture de sécurité qui a empêché le fait qu'elle soit annulée, parce que dans ces années-là, il y a beaucoup donc de séries queer qui sont sorties, de séries avec de la représentation queer, mais il y en a beaucoup qui ont été annulées, qui ont été rachetées. Il y a, en 2019, il y a Tuca and Bertie qui a été annulé. Il y a City of Ghosts, pareil, qui a été bloqué. Et je parlais donc de Adora, et je parle aussi de toute son équipe, donc l'équipe qu'elle a au début. Adora, Catra, Lonnie, Kyle et Rorelio. C'est parce que je les aime énormément tous les 5. Qui sont tous les 5 hyper queer. C'est des personnages hyper attachants. Que je vous recommande grandement. J'adore Kyle, parce que c'est le man qui fait tout le temps des bêtises. J'adore Rorelio, parce que c'est un grand lézard qui parle pas. Et pareil, giga spoiler, donc bouchez vos oreilles. Mais dans la catégorie des trucs rigolos de l'internet, juste avant la saison 4, la sortie de la saison 4 de She-Ra, il y a quelqu'un qui a dit ouais, à votre avis, il va se passer quoi dans la saison 4 de She-Ra et wrong answers only, donc que les mauvaises réponses. Et il y a Andy Stevenson, donc le showrunner de la série, qui a fait un thread de réponses en disant des trucs absolument improbables, genre il y a une guerre spatiale, Kyle et Rorelio adoptent un bébé. Et en fait, c'était assez zinzin. Tout ça, c'était des spoils de la saison 5. Kyle et Rorelio adoptent un bébé, pour de vrai. Ils sont très amoureux. Enfin, Rorelio est l'amoureux de Lonnie, et Kyle est l'amoureux de Rorelio. Et ils sont ensemble. Et ils sont trop choux. Et franchement, si vous connaissez She-Ra, si vous voulez rigoler, allez lire ce thread. Je pense que vous pouvez le retrouver facilement sur Twitter. C'était hilarant. Sur le coup, tout le monde était comme ok, d'accord. Et quand la saison 5 elle est sortie, tout le monde est retourné sur ce thread en se disant non. C'était très rigolo. C'était malin. Les gens ont de l'humour quand même. Donc 2018, c'est l'année où sort aussi donc The Hollow, une série d'animation à la base en une saison qui ressemble à un point and click, qui était très très fun, que j'ai beaucoup aimé, mais surtout Dragon Prince, le prince des dragons, qui je trouve est un peu parfois difficile à aborder du fait de l'animation qui est un peu saccadée, mais en fait on s'y fait. Et c'est une série géniale, les personnages sont hyper attachants. La saison 4 vient juste de sortir, c'est pareil, c'est une série qui a été, je crois, annulée puis reprise. En tout cas, il y a eu une longue période où il s'est rien passé parce que tout le monde était hyper inquiet de est-ce qu'on va avoir la suite. Parce que c'est pareil, c'était à moitié annulé et tout ça. Alors que pourtant, la série a très 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 bien marché. Et est géniale, je vous la recommande. Et donc c'est une série aussi avec, encore une fois, de la représentation sans que ce soit un issue, juste des personnages qui ont des familles monoparentales ou des familles homoparentales. Point. Et des personnages qui sont queer et juste point. Et c'est très 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 chouette. Vraiment une excellente série que je recommande.
Alors c'est aussi l'année où est sorti Craig of the Creek, que j'ai pas encore vu. Il y a 2 séries qui sont bientôt, enfin qui sont dans les papiers là, c'est Craig of the Creek que je vais commencer bientôt et OK KO Let's Be Heroes. Qui promet aussi d'être vraiment vraiment très très cool. Dans mes souvenirs, les 2 sont sur Cartoon Network, encore une fois. La chaîne, je trouve, fait un excellent travail. Et c'est pareil, c'est une série qui parle pas de ça, mais il y a de la représentation. Et en 2018, c'est aussi l'année où Matt Groening ressort une série, donc pour Netflix, qui est Disenchantment, Désenchanté. Ça faisait des années qu'il avait rien sorti, c'est tout nouveau. Ça pop comme ça. Vénus le clavier. Non Vénus, ne t'assois pas sur l'ordinateur. Merci mon chat, je t'aime. Je sais plus ce que je disais, évidemment, puisque j'ai été interrompue par Vénus. Qui a décidé que... Vénus, non. Non mais Vénus... Mais oui, mais non. Ah oui, mais pousse-toi. Mais arrête. Arrête. Et monte. Pardon. Vénus a mis l'ordinateur en veille. Donc, je disais que Matt Groening a rien fait pendant des années. Et que là, il sort une série, donc Disenchantment. Ça faisait des années qu'on l'attendait sur un potentiel nouveau projet. Moi, j'avoue que j'avais même arrêté d'attendre et arrêté de m'attendre à quelque chose. Et j'ai commencé Disenchantment, j'ai pas encore plus continué. C'est une animation typique de Matt Groening. Donc voilà, si vous aimez les Simpsons ou Futurama, c'est exactement le même style. C'est très drôle parce qu'il a fait les Simpsons, qui est une série réaliste, enfin satirique contemporaine. Il a fait Futurama, qui est une série de science-fiction. Et donc il s'est dit, qu'est-ce que j'ai pas fait? Du medieval fantasy. Et donc là, il fait du Medfan. C'est... Moi, j'avais trouvé ça marrant dans la même idée que Futurama, que j'avais bien aimé à l'époque. Le personnage principal est canoniquement bi, c'est pareil, c'est pas un problème, ça pose pas de questions. Donc bonjour Vénus. Alors, comment ça va? Tu es un petit chat très 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 mignon. Désolée, c'est le moment où je dois papouiller Vénus. Ursula, tu peux papouiller Vénus, s'il te plaît? Je l'aime pas trop, hein. J'ai arrêté de parler, désolée. Je peux pas me concentrer sur 2 activités complexes en même temps. Du coup, je peux pas parler de quelque chose qui doit être à peu près cohérent et faire des papouilles à Vénus. Miaou. Très bien. Non, 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 non. Vénus, je t'aime, mais pas le clavier, d'accord? Passe par derrière l'ordinateur. Les jeunes de nos jours. Elle a défoncé l'ordinateur. Vraiment, ça me flingue. Il va falloir que je trouve quelque chose pour l'empêcher de juste défoncer le setup tout le temps. Chabotage. Tu fais bien de le dire, Logan. Tu fais bien de le dire. Donc, on est en 2018. Il y a aussi la série Final Space qui sort, qui est une série de science-fiction. T'as un mix entre Rick and Morty et Futurama. En fait, je pense que Rick and Morty est un mix de Futurama. Bref. C'était pas mal. J'ai vu la saison 1, c'était marrant. Mais voilà, donc
En 2018, on a une espèce d'explosion de séries. Et en fait, ça s'explique pour pas mal de raisons. D'abord, effectivement, Steven Universe a ouvert la voie et j'avais noté 2013 la Révolution. Et je pense honnêtement que ça en est une au niveau du cinéma d'animation, au niveau du public auquel il est destiné. Je pense que c'était complètement novateur ce qui s'est passé. C'était une grosse claque parce qu'en plus, les premiers épisodes sont très décousus. C'est des épisodes de 10 minutes qu'on peut regarder un peu, en vrai, qu'on pourrait regarder un peu dans le désordre. La saison 1 fait 52 épisodes. Et ensuite, il y a un immense fil. De la saison 1 à la saison 5, c'est extrêmement bien écrit. C'est très très chouette. J'ai d'ailleurs acheté des chaussettes récemment. Qui m'ont beaucoup fait penser à Steven Universe. Parce qu'il y a beaucoup de mouettes. Steven habite au bord de la mer. Et il se fait tout le temps vicose par les mouettes quand il va manger des frites. Voilà, du coup ça m'a rendu content. Et donc, je pense que Steven Universe, il a un peu ouvert la voie pour une plus grande diversité dans le cinéma d'animation, dans les séries d'animation grand public, qui a été continuée par She-Ra et qui est encore continuée aujourd'hui. Mais c'est encore évidemment difficile, en fait, d'avoir de la bonne représentation. C'est encore difficile de ne pas se faire censurer. La vague de 2018 et donc de beaucoup de sorties queer, ça continue encore aujourd'hui. En 2019, ça a été aussi une année où il y a eu beaucoup de choses. C'est c'est l'année où a commencé la série Harley Quinn, la série animée, où Harley Quinn et Poison Ivy sont bi et se chopent. C'est l'année de Tuca and Bertie, donc qui est une série d'animation qui a été faite par la graphic designer de BoJack Horseman, qui a fait une très 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 bonne série, mais pareil, une saison sur Netflix, ensuite annulée, et il a fallu passer chez un autre distributeur. Enfin, en fait, il a fallu qu'il y ait d'autres producteurs qui rachètent la série, parce que ça a été annulé. 2019, c'est l'année d'Amphibia. Alors, Amphibia, ça a commencé en 2019. Il y a des personnages qui sont ouvertement gays. C'est pas une série qui parle de représentation, mais il y en a quand même un peu. Sachant que c'est une série Disney, donc ça c'était aussi un truc à noter. Et c'est aussi l'année de Carmen Sandiego. Carmen Sandiego, c'est sorti sur Netflix. Je sais pas combien il y a de séries actuellement, c'est pareil. C'est une série d'espionnage pour enfants, qui est chouette. Et qu'est-ce qu'on devient à partir de 2020 ? Parce que, évidemment, il y a eu des évolutions depuis. Il s'est passé des choses depuis 2020. Il s'est passé plein de choses depuis 2020. En 2020, on a eu Kipo and the Age of Wonder Beast. Et Kipo est l'âge des maxi-monstres. En VF, des méga-monstres. Non, des maxi-monstres. Je sais pas, vous me direz. Est-ce que c'est Max et les maxi-monstres et Kipo et les méga-monstres ? Je ne sais plus. C'est une très cool série, il y a 3 saisons je crois, 4 peut-être. C'est extrêmement bien écrit. C'est la première fois que dans une série d'animation, un personnage fait un coming out en disant « je suis gay » et où ces mots-là sont utilisés. Et donc il y a un épisode qui est très très doux, que j'ai beaucoup aimé, où Kipo fait un peu sa déclaration de love à son pote Benson. Et Benson, il est comme vraiment « ah mais en fait, désolé, je suis gay », enfin comme c'est Mimi mais non. Et c'est pas un gros problème, c'est pas non plus gênant, ils sont toujours potes. Et Kipo vit sa meilleure vie avec son meilleur pote Benson, et Benson vit sa meilleure vie avec son amoureux Troy, qui est aussi un personnage très chouette. Et donc les deux persos ont une histoire d'amour trop mimi. Il y a, dans mes souvenirs, plusieurs baisers à l'écran, et puis plein de moments de tendresse qui sont vraiment montrés.
qui sont pas du tout cachés et qui sont très doux à voir, qui m'ont beaucoup ravi. Et je recommande cette série. Je l'ai vue qu'une fois, mais j'en garde des très très bons souvenirs. J'aimerais bien la revoir. J'avais trouvé que l'ambiance était très très chouette. Et très très drôle aussi. Il y a eu Arcane, évidemment, en 2021. Voilà. Bon bah Arcane quoi. Beaucoup d'émotions. Beaucoup de muscles et de filles musclées. Et de bagarres de filles musclées. C'était très bien. J'ai beaucoup aimé. Je savais qu'Aurore reviendrait pour dire Arcane bonjour. Bonjour Arcane. Bonjour les lesbiennes. Alors, il y a donc à l'écran une tension très forte entre le personnage de Vi et le personnage de Kathleen. Oui, j'ai invoqué. Pour invoquer Aurore, il faut dire bravo les lesbiennes, vive le socialisme et Arcane. Tout marche. Et bon, les choses ne sont pas... c'est-à-dire qu'on n'a pas de coming out à l'écran, mais bon, on a des gens qui se draguent très fortement. Et elles sont... Enfin, les studios, il n'y a rien qui a été caché. C'est officiel que Vi et Kathleen sont lesbiennes, vraiment. Donc voilà, j'ai bien aimé Arcane. Je vous la recommande parce que c'est une pépite visuelle. C'est très très beau. Il y a une gestion des effets visuels qui est absolument incroyable, que j'ai adoré. Bon, alors moi c'est vraiment un truc que j'adore dans le cinéma d'animation. C'est la fumée, les flammes, les étincelles, les mouvements, les coups. Et là c'est du bonheur pour les papilles. Donc j'ai tout adoré. J'étais très content. C'est 3... En fait, c'est 9 épisodes qui fonctionnent par 3, donc c'est 3 arcs narratifs de 3 épisodes. Donc très très cool. J'ai hâte que la suite sorte. Ça m'a beaucoup plu. Voilà, bravo Arcane. En 2021, on a aussi eu Q-Force, qui est une série d'animation beaucoup plus pour adultes cette fois-ci, qui raconte l'histoire d'une bande d'agents secrets queer, c'est pour ça qu'ils s'appelle Q-Force. La série a été absolument détruite par la bande-annonce. Le trailer est sorti sur les internets et il y a eu un tollé absolument monumental. Bonjour Soledad ou Soledadé, je ne sais pas comment on prononce ton pseudo, n'hésite pas à me corriger. Bienvenue, on parle de cinéma d'animation et je peux même te mettre un petit récap. Tac. Voilà, j'ai tout prévu. Je suis vraiment très content d'être autant équipé. Et donc là, je parle de la série Q-Force. Le trailer était mais vraiment atroce, massacrant. C'était, on avait l'impression d'aller de blague homophobe en blague homophobe. Vraiment, que ça. Ça m'a beaucoup dérangé. Les gens étaient très fâchés sur les internets. De dire, mais en fait quoi? Est-ce que vous avez littéralement fait une série comique sur des agents homosexuels? C'est Marie qui t'a parlé de mon live. Et bah, je suis très content. Merci d'être venue. Ça me fait plaisir. Je suis très content. Merci Marie de faire de la pub. Et bah, du coup, j'étais en train de parler de la série d'animation Q-Force qui a été massacrée par son trailer. Ce qui fait que vraiment personne n'avait envie de regarder cette série et les gens qui ont travaillé dessus en tant que storyboard, artiste, en tant que background designer, en tant que scénariste et tout ça, on dit mais en fait vraiment on s'excuse pour ce trailer, la série a été faite par des personnes queer. C'est une série
comique certes, mais qui parle d'identité de genre, qui parle d'identité queer, qui parle d'homosexualité. Ce n'est pas une série homophobe, et c'est terrible parce que le trailer a tollé la série directement. La série n'était pas encore sortie que déjà elle avait des notes hyper négatives partout, un tollé monumental, ce qui fait que la saison 2 a été annulée. Alors même que je suis en train de la regarder, je suis en train de finir là, c'est hilarant, mais hilarant. Alors, trigger warning, cis gay partout, justice nulle part. Mais c'est justement ça qui est très très drôle, c'est qu'en fait, ça joue beaucoup sur les blagues qu'on fait sur la communauté gay et la communauté des mecs gays blancs, riches, qui font de la muscu et tout. Enfin, c'est très très drôle, c'est très très fin. Il y a plein de blagues qui sont vraiment vraiment fines dans leur écriture et surtout qui n'ont pas comme public cible un public hétéro qui en fait n'a pas les refs de la communauté queer, qui n'a pas les refs mais vraiment des personnes LGBTQIA+, et qui du coup ne vont pas comprendre les blagues. Et donc c'est très marrant. C'est d'autant plus marrant que du coup on suit l'équipe de Mary, donc qui est le personnage principal, le mec musclé au milieu, qui est un excellent espion, et qui décide de faire son coming out en mode oui, maintenant que vous pouvez plus... il n'y a plus de réglementation par rapport à l'orientation sexuelle de vos agents, j'annonce que je suis gay. Et en fait, comme il a annoncé qu'il était gay, il a été complètement recalé. Il est mis dans la banlieue de West Hollywood. Et donc, il a une équipe avec lui de personnes qui sont queer. Il y a Deb, qui est une meuf lesbienne noire qui vit avec sa femme, Patty, je crois, ce qui organise des barbecues, évidemment, comme toutes les lesbiennes de West Hollywood se doivent d'organiser des barbecues. Et évidemment que son jour de congé qu'elle a pris pour son barbecue, elle ne va pas le décaler, car c'est un barbecue avec des lesbiennes, ça ne se décale pas, mon pote. C'est très drôle, vraiment c'est très 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 marrant. Il y a le personnage donc de Stat, qui est la geek fan des intelligences artificielles, et tellement fan des intelligences artificielles qu'en fait elle va avoir une relation amoureuse et sexuelle avec une intelligence artificielle qui est une meuf trans. Il y a aussi Twink, qui est vraiment un twink, et qui est aussi drague. Et il y a le cis gay par excellence, qui fait de la muscu et qui mange pas trop de fibres, enfin qui mange des fibres et pas trop de glucides. Voilà, et avec eux, il y a un hétéro qui est obligé de les surveiller, qui est chiant comme la pluie et qui est encore plus moqué que les autres. Mais on va quand même se moquer des cis gays blancs. Enfin bref, c'est très 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 drôle. Je suis aussi très déçue qu'ils aient annulé la saison 2. Et en même temps, mais vraiment, si un jour vous voulez vous faire du mal, regardez le trailer. C'est un enfer. Vraiment, on se dit, mais jamais je ne vais regarder cette série. En 2022, dans cette très belle année de 2022, on a eu 2 très bonnes nouvelles. La première, c'est Dead End Paranormal Park. Et la deuxième, c'est la saison 2 de Dead End Paranormal Park. C'est une série adaptée de Dead Endia, qui est un comics de prénom Marc, nom de famille Astil, peut-être, quelque chose comme ça. Et Soledad, au plaisir de te revoir. Et sinon, ne t'inquiète pas, tout sera sur ma chaîne YouTube. Donc tu pourras retrouver la fin de la vidéo. Belle soirée à toi. Et donc, Dead End Paranormal Park, c'est la première fois, puisque on avait en 2019 la première fois, enfin en 2020 la première fois un coming out gay, on a pour la première fois un coming out trans. C'est-à-dire que c'est la première fois que c'est dit vraiment, que le personnage il dit je suis trans, je suis un mec trans, voilà. Et mine de rien, on est en 2022 quoi. Ça a été long.
Et c'est une série qui est vraiment, vraiment, vraiment très très chouette. J'ai pas encore vu la saison 2, j'ai commencé, j'ai pas encore terminé. J'ai adoré. Ça se passe dans un parc d'attractions hanté. Un parc dédié à une actrice qui a aussi, évidemment, comme toutes les actrices giga célèbres et giga connues, fait 2 albums, dont un album de Noël, des magazines et tout ça, qui s'appelle Pauline Phoenix, qui a donc un immense parc d'attractions dédié à elle-même, le parc Pauline Phoenix. Et on suit 2 personnages qui veulent travailler dans ce parc, qui sont Barney et Norma, et qui sont trop chouettes, trop bien écrits. Barney, c'est un mec trans, et son coming out s'est pas très bien passé avec ses parents. Enfin, avec ses parents ça va, mais avec le reste de sa famille c'est compliqué. Du coup, il aimerait bien déménager et se trouver un endroit chouette où habiter. Donc finalement, il devient gardien, surveillant de nuit du parc pour pouvoir loger là. Et Norma, elle est absolument fan de Pauline Phoenix. Et en fait, bah, il y a des démons dans le parc, il y a des monstres, et il y a Courtney qui habite là aussi et qui est a priori un démon avec des pouvoirs magiques, qui est non-binaire et dont on parle toujours au neutre. À la base, elle est là pour aider Tama Lucas, qui est un méchant démon, à se réincarner et donc à choisir une enveloppe humaine. Et donc c'est pour ça qu'elle a installé une fausse annonce pour un surveillant de nuit et qu'elle a recruté Barney et Norma. Sauf que, au milieu du rituel pour la réincarnation, Huxley, le carlin de Barney, se jette au milieu. Et donc, c'est vraiment le petit chien que vous voyez sur l'image là. Il devient magique et il a des pouvoirs, mais des fois il est possédé par le démon, alors il dit des trucs affreux, je vais conquérir votre dimension et tuer tous les humains, mais c'est un carlin. Comment est-ce qu'on peut le prendre au sérieux? Et en même temps, il est tellement chou. Donc voilà, c'est une très fun série. Je crois que la saison 2 est aussi très 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 bien, on m'en a dit beaucoup de bien. J'ai beaucoup aimé et surtout, c'est tellement agréable d'avoir des personnages comme ça qui juste vibe et existent et sont là. Et en fait, on sait que c'est des personnages queer et on sait que c'est des personnages trans et on n'a pas besoin de faire 1000 théories en se disant ah, à ce moment-là il a fait ça, peut-être que ça veut dire que non, bah c'est bon en fait, c'est bon, c'est dit. Et 2020, c'est l'année de sortie de ma deuxième série préférée au monde, qui est The Owl House, qui est une série d'animation de Dana Terrace. C'est un bonheur, vraiment, cette série. Je pense que c'est l'une des séries avec She-Ra et Steven Universe avec le plus de personnages queer dedans. Et The Owl House, ça raconte l'histoire de Luz Noceda, qui est une jeune fille qui a beaucoup de mal à faire les choses comme les autres et qui est censée aller en colo pour think inside the box et apprendre à faire les choses que les gens font, genre écouter la radio nationale, voilà, et arrêter de faire des zinzinades et d'avoir des amis imaginaires. Et puis, au moment où elle attend le bus pour y aller, elle passe dans un monde parallèle qui est un mix entre les cartoons de Tex Avery et les peintures de Hieronymus Bosch, qui est aussi d'ailleurs une grande inspiration de Dana Terrace. Elle l'a dit elle-même. C'est très 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 bien. C'est très surprenant la façon dont justement les créatures sont construites, dont les personnages interagissent. J'adore. Et Dana Terrace expliquait qu'elle a beaucoup lutté, donc c'est une série Disney, qui est sortie sur Disney Channel, et que le personnage de Luz est bisexuel. C'est factuel, c'est comme ça, point.
Et The Natural Race a dû beaucoup lutter avec Disney pour que ce soit accepté, pour que ce soit validé, parce qu'il y a eu de la censure, ça a été interdit, c'est compliqué encore, et finalement The Natural Race a gagné. J'ai envie de dire oui et non, parce que effectivement c'est une série qui est extrêmement inclusive, mais c'est aussi une série qui a été annulée après la saison 2. La saison 3 a été coupée, ce qui fait qu'il y a 2 saisons de quelque chose comme 21 ou 24 épisodes, donc classique de 20 minutes. Et la saison 3, c'est 3 épisodes de 40 minutes. C'est hyper frustrant. Alors déjà, c'est hyper frustrant pour moi en tant que personne qui regarde, mais j'imagine pas la déception des gens qui travaillent dessus et la difficulté à faire tenir la totalité de la saison 3 en 3 bêtes épisodes de 40 minutes. Donc c'est très très frustrant et c'est très fâchant. Oui, je suis d'accord avec toi, Logan, c'est horrible quand ils font ça et c'est quelque chose qui arrive en fait encore très souvent. La série Vénus... La série avait déjà été... Ça avait déjà été annoncé que la série était annulée alors que la saison 1 n'était pas encore sortie sur Disney+. Vénus, tu te frottes à mon ordinateur. Qu'est-ce que tu bouines? Ouais. Et donc en fait, il y a eu une espèce de fausse promesse de Disney qui disait oui, bon, finalement, si les taux de streaming ils sont bons sur The All Hawks la saison 1 quand ça sortira sur Disney+, il y a peut-être moyen d'avoir une vraie saison 3. En fait, c'était complètement du bullshit. La saison 3 a fait des très bons chiffres, mais il n'y a pas eu... Enfin, la saison 1, ouais, vraiment un très bon début, un très bon lancement, mais non, il n'y a pas eu de saison 3, quoi. Oui, c'est ça. Et en fait, Disney a une posture très hypocrite. Après ça, c'est pas vraiment nouveau, on le sait depuis longtemps. Mais là, annuler The Owl House, alors que c'est vraiment c'est un banger d'inclusivité, mais c'est aussi un banger juste tout court, c'est un banger visuel, c'est un banger de narration. C'est un banger dans la façon dont c'est animé, dans la façon dont les décors sont faits, dans la façon dont les personnages interagissent ensemble. Tout est très très bien, très très beau, très réfléchi. Et vraiment... l'annuler pour des raisons aussi stupides. Enfin, vraiment, c'était même pas des vraies raisons, quoi. Et donc, dans cette série, il y a Luz qui est donc bisexuelle. Willow, elle a 2 papas. Amity, elle est lesbienne. Et c'était la première fois qu'on avait un personnage non-binaire, Rain, qui n'est pas un enfant. Parce qu'en fait, même ça, c'est aussi... très cool, c'est que oui, il y a des représentations, mais il y a aussi peu de représentations de personnes trans et de personnes queer qui sont vieilles. Parfois, il y a des couples de parents, mais en fait, on les voit dans le fond ou dans le personnage secondaire. Alors que là, Ryan, c'est un personnage secondaire, mais c'est un personnage secondaire important qui a vraiment... Je sais pas quel âge il est censé avoir, mais... entre 40 et 60 ans, je suis vraiment très mauvais pour donner des âges. Et c'est un personnage qui parle de ses anciennes histoires d'amour, mais qui a aussi des histoires à ce moment-là. Enfin, c'est aussi hyper touchant d'avoir des représentations plus âgées. On n'en a pas souvent. Il n'y a pas souvent de grands-parents queer. Et c'est doux. Vraiment, c'est hyper agréable. Ça fait vraiment du bien. Et
Vraiment, c'est... Enfin, je bégaye parce que je suis content. Mais ouais, ça m'a vraiment beaucoup touchée et beaucoup plu et beaucoup ému. Et qu'est-ce qu'on fait pour la suite? Parce que oui, il y a eu des trucs très bien qui ont été faits, mais il y a aussi des trucs très mauvais qui ont été faits. Par exemple, là, on a le Don't Say Gay de Disney. Où, alors, le Disney Gate de Don't Say Gay, c'est qu'en fait, il y a une règle qui est passée en Floride. Depuis que les États gèrent eux-mêmes la législation par rapport à l'avortement, il y a plein de lois qui sont passées qui sont homophobes. Et en Floride, il y a une loi qui est passée, qui a été lancée par les républicains, qui s'appelle Don't Say Gay, et qui dit que les enfants ne doivent pas étudier l'idéologie entre lapins LGBTQIA+, parce que sinon ils vont tous devenir queer. Vous comprenez? Donc c'est pas possible. Et Disney n'a rien dit, ne s'est absolument pas positionné là-dessus. Et les gens qui travaillent à Disney ont pété un câble, littéralement, Disney Studios, en disant mais en fait c'est comme pas acceptable, déjà parce que vous en interne vous voulez nous donner une espèce de pseudo-charte d'acceptation naze là, pourrave, mais en plus c'est complètement hypocrite parce que il y a le parc de Disney World en Floride, que on sait qu'il y a beaucoup de gens queer qui viennent et qu'il y a beaucoup de gens queer qui travaillent dans les locaux, donc en fait vous ne pouvez pas ne pas vous positionner. Et donc après le directeur ou je sais plus, bref, il y a un man qui a fait un petit communiqué pour dire que oh non quand même Disney s'opposait à la loi, mais en fait Vénus, non mais aïe. Pousse-toi. Je me suis encore fait mordre par Vénus. Elle vous a écrit un petit message, je vous l'envoie parce que un cadeau quoi, c'est Vénus. Mais en fait je comprends, elle a envie de s'allonger sur l'ordinateur parce qu'il est tout chaud. Mais moi j'aimerais bien qu'elle ne s'allonge pas sur l'ordinateur. Et donc quand il y a eu ce rapport de force entre les studios Disney et puis les gens qui travaillaient là-bas, il y a beaucoup de choses qui sont sorties, qui ne devaient pas spécialement être dites, mais qui ont été dites. Donc Dana Terrace, qui a donc fait The Owl House, a balancé le fait que bah oui, en fait, elle avait complètement été censurée, que c'était des gros crevards, et que c'était des sales hypocrites. Et il faut savoir que Dana Terrace, elle est mariée à Alex Hirsch, qui fait la voix de King dans The Owl House, mais qui est aussi le showrunner et le scénariste principal de Gravity Falls, donc qui est une série qui est sortie en 2012. Il y a d'ailleurs des ressemblances dans la façon dont sont dessinés les personnages, dans l'animation et dans le générique, la musique du générique. J'adore, il y a plein de petits poumons slash clin d'œil entre les deux séries. Et donc c'est là qu'Alex Hirsch a dit mais oui, la censure de Disney, oui, moi quand je travaillais sur Gravity Falls, j'ai été censurée. Il devait y avoir plus de personnages queer quand je travaillais sur Gravity Falls. C'était prévu, ça a été écrit et on a été censuré. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a appris pas mal de trucs aussi, qu'il y a eu d'autres séries qui ont été censurées, qu'il y avait des blocages au niveau de Disney. Et d'ailleurs c'est des choses qui se voient sur les longs métrages, puisque les longs métrages ne donnent jamais de coming out officiel et jamais de relation officielle gay. D'ailleurs, alors le prochain qui sort soit Noël cette année, soit l'année prochaine, ça sera la première fois qu'il y aura un personnage principal gay. Ça sera un mec gay. C'est Avalonia, je crois qu'il s'appelle.
Il a été présenté à Annecy cette année, mais en fait c'est la toute première fois. C'est la toute première fois que c'est officiel. Dans Luca, ça se voit qu'ils sont amoureux. Ça a jamais été dit, ça a jamais été ni confirmé ni infirmé. Raya, bah oui, mais Raya, c'est ce que je voulais en parler aussi, mais Raya, typique, pareil. Vraiment, Raya, moi, ça se voit. Mais en fait, ils ont pas le droit... Enfin, ils ont pas le droit, c'est toujours bloqué, il y a toujours une très forte proportion d'implicite. Donc voilà, et c'est pareil, pendant des années, ça a été que des personnages blancs chez Disney. Et là, ça fait pas longtemps que ça change, ça fait pas longtemps qu'on a des personnages racisés qui sont les héros de l'histoire. Yes. Ça a commencé dans les années 30, Disney, quand même. Il faut réaliser, ça fait longtemps. Ça, c'est vénère, quand même. Et il y a des gens qui ont beaucoup travaillé aussi sur le sous-texte queer dans Disney. Je vous mettrai ça dans la description de la vidéo. Mais j'avais commencé à lire justement un bouquin là-dessus. Sur le queer code, mais aussi les sous-entendus queer. Même dans les tout premiers films d'animation de Disney. Il y a pas mal de choses hyper intéressantes. Mais donc, bah, aujourd'hui, le combat, il est pas du tout gagné. C'est toujours une bagarre d'avoir de la représentation et surtout d'en produire. Alors, je voulais vous mentionner le site... la base de données qui a été montée par Insiders. Il y a une base de données donc, de 259 personnages LGBTQ dans les séries d'animation. Et c'est très très cool parce que on peut explorer la base de données. Donc on peut avoir la liste des personnages par ordre alphabétique ou la liste des séries dans laquelle apparaissent ces personnages. Mais il y a aussi des analyses de toutes les datas qui ont été récupérées. Et donc, on a les films enfin les séries qui mettent en avant des personnages LGBTQ, les représentations explicites versus implicites, les séries dans lesquelles il y a le plus de personnages queer, quels studios ont le plus de séries avec de la représentation. Je ne spoilerai... Enfin si, je vais spoiler, mais je ne surprendrai personne en vous annonçant que le top 1 c'est Cartoon Network, évidemment. Mais donc voilà, et c'est une très chouette base de données. Et sinon, il y a aussi sur Wikipédia une liste des personnages LGBTQ par année dans les séries d'animation. C'est, je trouve, 2 bases de référencement qui sont plutôt intéressantes. Voilà. Et alors la liste sur Wikipédia, elle est en, je sais pas, 5 ou 6 parties, et c'est plutôt intéressant. Il y a une description des personnages, il y a l'année à laquelle le coming out il a été fait. Par exemple, The Hollow, la série, elle est sortie en... La saison 1, elle est... Pardon. La saison 1, elle est sortie en 2016 ou 2017, mais le coming out du personnage, il a été fait en 2019, pendant la saison 2. C'est pareil pour BoJack Horseman, c'est une série qui est sortie en 2014, mais le coming out de Todd, il date de 2018. Et c'est pareil aussi avec Adventure Time, où la série, elle date de 2011 ou 2012. Je sais pas pourquoi je m'embête à vous donner des dates au pif alors que je l'ai noté. 2010 Adventure Time, mais le moment où, si on veut pas voir que Bubblegum et Marceline elles ont un truc et qu'on est obligé de le voir, c'est le moment où elles s'embrassent, et c'est le final de Adventure Time, donc c'est vraiment 10 ans plus tard quoi. Il y a des choses qui ont pris du temps, qui ont été obligées d'être vues ou revues à la baisse ou qui ont dû être coupées, donc comme par exemple City of Ghost qui a été coupé. Enfin vraiment moi ça c'est un truc je
je suis hyper fâchée qu'ils aient bloqué la série parce que c'est une très chouette série qui est très douce, qui raconte l'histoire d'un... C'est vrai que je vous ai même pas raconté de quoi ça parle, City of Ghost. Ça parle d'un groupe d'enfants. Ils sont 4. 4 plus le grand frère de la héroïne qui les filme. Et ils ont un club à Los Angeles pour s'occuper des fantômes. C'est un club de chasseurs de fantômes. Du coup, ils vont voir les gens qui ont déjà vu des fantômes et ils les interrogent et ils se renseignent sur ces fantômes. Et c'est trop mignon. Et trop doux. Parce que les fantômes, ils sont trop chouettes, ils ont plein d'histoires à raconter sur la ville, comment elle était avant, et pourquoi est-ce qu'ils sont attachés à ce restaurant ou à ce quartier. C'est une belle façon de découvrir, je trouve, la ville de Los Angeles. Et donc, après, il y a aussi eu des représentations dans des séries qui sont plus vieilles ou qui ont commencé depuis longtemps. Par exemple, dans Hey Arnold, il a été officialisé que le meilleur ami d'Arnold, Eugène, il est gay. Mais c'est pareil, ça a mis du temps. Dans la série Arthur, on a eu le mariage de Mr. Radburn, donc qui est son prof, qui est gay. Mais le mariage, il a eu lieu en 2019. C'est la saison 22 d'Arthur. Ça met encore pas mal de temps. Donc je trouve que, évidemment, heureusement, il y a du mieux. Et heureusement, les choses, elles avancent. Et ça aide. Mais moi, j'aurais adoré avoir ce genre de représentation quand j'étais enfant. Enfin, c'est toujours compliqué. Quand on est jeune, on a besoin de s'identifier à quelqu'un, de voir que ce qu'on est et ce dont on a envie, c'est des possibilités qui existent. Et je trouve ça frustrant de me dire que, oui, aujourd'hui il y a des choses, mais il y a aussi des choses parce qu'on les cherche. Moi, il y a plein de dessins animés que j'ai vus, mais parce que j'ai été les chercher. Parce que c'est pas des dessins animés qui passent sur les chaînes que tout le monde a ou qui sont accessibles à fond. Et je trouve ça un peu décevant. Je pense qu'on pourrait faire mieux et je pense qu'on pourrait aller plus loin. Du coup, je suis un peu frustrée qu'on en soit que là en 2022. Je pense que c'est mon impatience qui parle. Et il y a une question qu'on pose souvent qui est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a plus de représentation ? Il y a plein d'explications. D'abord, effectivement, la parole s'est beaucoup libérée. Et il y a aussi le fait que aujourd'hui, les gens qui sont les créatrices, c'est les gens qui étaient enfants il y a 20 ans. Et qui du coup vont créer les choses qu'elles voulaient voir et qu'elles n'ont pas pu voir. Et ça, c'est chouette, c'est rassurant, et ça veut aussi dire que les enfants d'aujourd'hui, ils vont grandir avec la représentation que nous, on n'a pas pu avoir. Ils vont en avoir plus, ils vont avoir plus de chances de voir les choses, et de voir les choses différemment, et du coup, ils auront aussi plus de choses des nouvelles choses à créer. Coucou Enkidu, et merci d'être passé, ça me fait très plaisir, et je suis content que ça t'ait plu. Donc ouais, c'est difficile de se réapproprier son identité, surtout après des années et des années de clichés sexistes, racistes, homophobes, transphobes. Et je trouve que le cinéma d'animation, ça permet de faire un peu table rase de ce qui s'est passé avant. Et c'est pour ça que je suis autant friand de séries d'animation et de cinéma d'animation. C'est parce que je trouve que c'est plus facile de faire passer un message. D'abord parce que, en fait, tout simplement, techniquement, on est moins limité.
que dans un film en live action. Parce que on peut juste dessiner les choses. Bah, c'est sûr, comment est-ce que je fais pour filmer une série où le personnage principal, il passe dans un monde peuplé par des grenouilles? Bah en fait, en série d'animation, tu vas pas te poser la question et tu vas juste dessiner des humains et des grenouilles. Ça s'appelle Amphibia, c'est très bien. 3 saisons. Et je trouve que du coup, techniquement, ça permet 1000 fois plus de choses. Et en fait, comme on se posera pas la question de techniquement comment on fait pour faire ça, t'as déjà un problème en moins, et donc tu peux plus te concentrer sur qu'est-ce qu'on va dire dedans, qu'est-ce qu'on va montrer, de quoi on va parler. Et bizarrement, moi je trouve ça plus touchant. Ça c'est mon avis hyper personnel, mais je suis plus touchée par le cinéma d'animation. Je me trouve plus investie, je m'identifie plus aux personnages dans des séries d'animation et dans des films d'animation que dans le live action. Et c'est aussi un super moyen de montrer, de tout montrer et de s'adresser à plein de publics différents, de plein de manières différentes. Dans la façon dont on met en scène les choses ou dont on les exprime. Il y a plein de niveaux de lecture qui peuvent être mis en place et qui, je trouve, sont plus facilement mis en place dans l'animation et dans la bande dessinée que dans le cinéma. Voilà, c'est mon avis absolument hyper tranché et pas du tout négociable sur pourquoi est-ce que la BD et le cinéma d'animation sont mieux que le roman et le cinéma. Personne n'avait rien demandé et j'ai hijack le live juste pour dire bisous. Le reste c'est nul, mais cinéma d'animation et la bande dessinée, c'est quand même sacrément bien. Voilà, merci de ne pas... Merci de ne pas me jeter en pâture internet pour cet avis. En même temps, c'est ton live BG. Bah ouais, voilà. Donc je vous annonce que je n'accepte ici que les gens qui sont d'accord avec moi. Non, c'est pas vrai, j'accepte tout le monde. Mais voilà. Et je sais plus ce que je disais. Je sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions. S'il te plaît, Minerva Sparkle, n'appelle pas ton avocat. Déjà parce que je sais pas si t'es un avocat. Et probablement si t'en as un, ça sera le même que le mien. Donc viens, on mange des frites à la place. C'est Vénus ton avocat. Ok, bah j'ai perdu. J'annonce immédiatement, j'ai perdu. J'arrête, j'abandonne tout. Depuis tout à l'heure, je joue encore avec Carnage en Lego. Je peux accrocher sur ma tasse. Vous pouvez pas vraiment le voir. Il est là. Je sais pas si vous avez des questions, parce qu'en fait, j'ai vraiment blablaté depuis 2 heures. Si vous avez des séries dont vous aviez envie de parler, dont j'ai pas parlé. Si vous aviez des séries sur lesquelles vous vouliez que je revienne. J'avais pris plein de notes et en plus je m'en suis pas servi. J'avoue qu'il y a plein de trucs sur lesquels j'ai pas du tout été très claire, donc si vous avez besoin de plus de refs, n'hésitez pas. En attendant, je vais m'hydrater. Ah oui aussi, si ce live vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et si ce live ne vous a pas plu, abonnez-vous quand même s'il vous plaît, car il me manque 4 followers pour atteindre les 80. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci, merci Aurore d'être... de m'avoir suivi et de me donner des retours. Je suis très content. Bah, je suis très content d'avoir fait ce live et je vais probablement le finir bientôt. Il dure 1h54, ce qui est quand même pas mal. Pour mon premier vrai live tout seul où je parle de quelque chose. Pas mentir, je suis assez content. Et évidemment, je vais fermer ce truc et je vais me dire « Oh non, je voulais parler de ça !» Et j'ai oublié de parler de ça, c'est certain. Ça va arriver. Mais on pourra se retrouver sur YouTube. Enfin, vous pourrez retrouver la vidéo sur YouTube. Vous pourrez poser toutes vos questions sur YouTube.
n'hésitez pas à les poser donc en commentaire de la vidéo et il y aura une bibliographie très précise qui sera faite et qui sera mise. Voilà. Je vais repasser sur le grand écran pour vous dire au revoir. Et puis, on se retrouve lundi pour un live sur les Lego Spider-Man. Cette fois-ci, lundi, on parle du personnage de Daredevil et de la justice chez les super-héros. Je vais potasser ça parce que, effectivement, la semaine dernière, j'avais absolument oublié de travailler. Et donc, j'avais plus rien dans les poches. J'étais trop fatiguée. Et mardi prochain, on se retrouve pour parler d'attaque surprise. Parce que depuis que j'ai commencé les lives, je parle d'attaque surprise quasiment à chaque fois. J'en parle tout le temps, je le cite tout le temps et je ne vous ai pas vraiment donné d'explication sur ce que c'est. Parce que c'est, comme son nom l'indique, une surprise. Donc on va parler de blog BD. Et on va parler de révolution de la bande dessinée francophone la semaine prochaine. Voilà, et ben je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée. Et à la prochaine, à la semaine prochaine.